Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs, tout d'abord pour nous donner l'opportunité de parler de cette thématique, le transfert de gènes en règle générale et ses différentes déclinaisons thérapeutiques aujourd'hui, et puis aussi pour avoir eu la gentillesse en m'invitant de m'extraire de mon université pour 2 jours. Ça, sincèrement, merci. Je dirige pas l'unité INSERM, ça c'est Emmanuel Génin qui le fait. Moi je dirige juste l'équipe qui s'appelle Gene Transfer and Combined Therapeutic Approaches, où depuis plusieurs années on travaille en partenariat avec les chimistes pour développer des nanoparticules innovantes avec 2 pathologies modèles, et je vous permettrai d'avoir fait ce choix de m'appuyer sur ces 2 pathologies que sont d'une part la mucoviscidose, qui est une pathologie un peu emblématique et historique dans notre laboratoire, et puis les myopathies. Évidemment, tout ça se fait au travers de collaborations avec un certain nombre de collègues dont certains sont présents ici. Et puis sinon, j'exerce au sein du service de génétique médicale et de biologie de la reproduction au CHU de Brest, dont Cédric est le chef de service. Non. Voilà. Vous l'avez compris, pour faire du transfert d'une séquence d'acide nucléique, quelle qu'en soit la nature, il faut que vous ayez déjà une idée de votre cible. Est-ce que vous voulez délivrer de l'ADN, de l'ARN, quel type d'ARN? Et là, je laisserai Chantal Pichon vous exposer ça. Il faut évidemment savoir quelles cellules traiter. Alors, Monsieur Fischer nous a rappelé les différents modes d'approche. Certaines fois, c'est possible d'avoir une approche ex vivo, mais d'autres fois, il faut envisager l'in vivo. Et pour les complexes synthétiques, eh bien, c'est pas toujours évident. On va en reparler. Il vous faut donc protéger ces acides nucléiques, les protéger pour pouvoir ensuite les délivrer par un mode de délivrance efficace pour toucher les cellules cibles. Donc finalement, on a 3 joueurs un petit peu sur le champ, les cellules cibles, le transgène et puis le vecteur. Alors quand on parle de vecteurs, on a largement parlé et on les utilise quotidiennement, je dirais, dans les services aujourd'hui. On a parlé du Zolgensma, c'est vecteur AAV. Être un virus ou pas. Alors, quand on dit ça, il a été évoqué précédemment par Alain Fischer, les avantages, mais aussi les inconvénients que ces virus peuvent avoir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et c'est là, depuis le papier de Fegner en 87 dans JBC, qu'est venue l'idée finalement d'utiliser des vecteurs synthétiques. Et c'est finalement la rencontre de la chimie et de la biologie, puisqu'on va pouvoir à ce moment-là avoir déjà des quantités extrêmement importantes de vecteurs qu'on peut caractériser par RMN et d'autres techniques qui permettent finalement d'avoir des quantités importantes et qu'on peut ensuite formuler de la galénique. Donc on rencontre à ce moment-là la pharmacie pour pouvoir les adapter. On peut, à ce moment-là, créer des formulations de plus en plus complexes, on va le voir, permettant de mieux protéger, de mieux cibler, etc., pour des constructions qui peuvent être relativement importantes. Dans notre équipe, on est monté jusqu'à des constructions de 120 kb, par exemple. Donc ça fait quand même on a un petit peu de place. Le problème, c'est qu'en termes d'efficacité, notamment in vivo, pendant longtemps, on a été, il faut bien le dire, largement en deçà de ce que pouvaient proposer les vecteurs viraux. Et si aujourd'hui, il y a différentes formulations qu'on utilise les uns et les autres dans nos laboratoires pour faire de la biologie moléculaire et qui, pour transfecter quelques lignées, ne posent pas de problème, où vous avez quasiment aujourd'hui de 90 à 100% de cellules transfectées. Pour ce qui est d'une application in vivo, là, il y a beaucoup moins de vecteurs qui ont fait démonstration de leur capacité à être réellement efficaces. Alors,
Pour faire très court, encore une fois, il y a trois grandes familles. Les lipides cationiques, je vais en parler. Les polymères cationiques, l'un des plus connus avec la polyéthylénimine de Jean-Paul Bert, et puis tous les dérivés qui ont été créés ensuite, notamment la PEI-histidinylée, donc Patrick Midou à Orléans est à l'origine, et puis les blocs copolymères, notamment pour des usages dans le muscle, on en parlera à la fin. Alors, au moment de la Covid, de SARS-CoV-2, effectivement, on a beaucoup insisté sur les ARN, mais les uns et les autres se sont relativement peu intéressés finalement aux formulations qui étaient proposées. Formulations qui, c'est vrai, n'étaient pas toujours très originales, faisaient appel à de la polyéthylène glycol, qui aussi pose un certain nombre de problèmes, puisqu'on peut avoir des anticorps anti-PEG qui peuvent se développer dans le temps. Néanmoins, ça a permis de montrer l'intérêt d'avoir des formulations stables et qui puissent ensuite être réinjectées facilement et pour une efficacité que maintenant tout le monde reconnaît et dont on a été très heureux de voir les résultats. Alors aujourd'hui, je prends Moderna, mais ça aurait pu être Pfizer, ayant engrangé quelques petits bénéfices à l'occasion de la crise sanitaire, eh bien aujourd'hui réinvestissent massivement dans différentes approches. On a cité le cancer, mais je ne vais pas déflorer le sujet que Chantal ne manquera pas d'aborder. Je vous invite à aller sur le site de Moderna pour faire l'état des lieux du pipeline qu'ils ont en la matière. Mais on va depuis les maladies infectieuses, bien entendu, jusqu'au cancer. Alors, ce que certains avaient oublié de dire peut-être, puisqu'il y a eu une grande peur autour des ARN modifiés, c'est que finalement, dans les amyloïdoses à transthyrétine, c'était déjà utilisé avec une approbation par la FDA depuis 2018, des résultats cliniques certes qui pouvaient être rediscutés, mais néanmoins qui faisaient appel à cette technologie des ARN interférences et de leur mode de délivrance. Je profite de cette diapo pour vous montrer que le vecteur, il est aussi là pour aider au franchissement de la membrane plasmique, mais aussi à l'échappement endosomal. C'est des éléments importants et qu'on a dû, pour les vecteurs synthétiques, mieux appréhender. Donc comment finalement ce vecteur se débobinait, parce que si vous prenez un complexe, une formulation, et que vous la micro-injectez directement dans le noyau, il n'y a pas d'expression. Il faut qu'il y ait eu cette phase de déshabillage, mais ça veut bien dire aussi que, sorti de l'endosome, il va falloir réfléchir à comment je gagne le noyau, comment je vais passer l'enveloppe nucléaire, a fortiori dans des cellules qui ne se divisent pas ou peu. Alors, ce qu'on aurait peut-être aussi dû dire, c'est qu'une des grandes avancées de ces vaccins, ça a été l'usage de la microfluidique, comme ce que vous avez ici. À gauche, on a un nano-assembleur dans l'équipe. Ça permet de véritablement standardiser et d'avoir une calibration très précise de la taille des nanoparticules que vous allez pouvoir utiliser. Et l'idée, bien entendu, c'est d'avoir une nano, un transgène. Ce qui est parfois difficile, même avec les vecteurs viraux, où on peut avoir par exemple des particules vides, si bien entendu ça a tendance à s'améliorer sur ce plan aussi. Mais ça a été vraiment une des grandes avancées de la crise sanitaire et des formulations qui ont été proposées, c'est l'usage maintenant massif de la microfluidique pour la standardisation des nanoparticules. Alors, en termes d'usage thérapeutique, il y avait déjà eu des essais cliniques dans la mucoviscidose. Le dernier qui a été publié par nos camarades britanniques dans le Lancet avec cette étude, avec 135 patients mucos inclus, avec l'usage de ce dérivé de la spermine. Vous noterez le motif cholestéryl que vous avez sur la droite. Formulé et commercialisé par Genzyme. Et ils ont donc pu procéder à un aérosol par mois pendant 1 an et mesurer à ce moment-là notamment le FEV1 pour regarder qu'est-ce qui se passait. Alors déjà, première chose, c'était attendu,
mais ça a été extrêmement bien toléré. Il n'y a pas eu d'épisode d'exacerbation ou de quoi que ce soit chez ces patients mucos. Ça s'est très bien passé. Le gros bémol, c'est que finalement, il y a eu un bénéfice clinique dans le groupe traité de plus 3,7 en VEMS. Évidemment, sur le plan clinique, c'est nul. C'est nul. Donc, et parallèlement à ça, il y a tous les CAFTOR qui arrivent à partir de 2011 et qui ont changé progressivement la vie de nos patients atteints de mucoviscidose. Sophie Ramel en parlera probablement tout à l'heure. Ça a commencé avec les G551D et puis après ça s'est largement étendu et il y a quelques jours on a appris que sur la trithérapie on allait pouvoir traiter maintenant les 2-5 ans, donc finalement une population qui allait être de plus en plus large dans cette approche. Néanmoins, mais je laisserai Sophie en parler, on a aussi il y a des gens qui déjà ne peuvent pas bénéficier de ces CAFTOR, et deuxièmement, il y a quand même des effets secondaires qui sont aujourd'hui rapportés, y compris sur le plan psychiatrique, qui ne sont pas complètement anodins. Donc, juste pour vous rappeler peut-être un peu les choses, ça avait été évalué, il y avait 2 formulations qui tenaient la corde, le PEI branché et le GL67A, mais ça a été fait chez la brebis, on est en Écosse, et ils en sont arrivés à choisir le GL67A. Mais on verra que ça a été fait dans certaines conditions et chez des brebis évidemment normales. Alors nous, derrière, on a essayé de challenger ce GL67A avec des constructions que vous... Alors j'ai essayé de ne pas vous assommer avec de la chimie, mais on retrouve les motifs cholestériles, et puis notamment avec l'équipe de Jean-Marie Laine à Strasbourg, on a fait des dérivés de la paromomycine, de la tobramycine, de la kanamycine, pour complexer ces formulations et ensuite bien sûr les évaluer dans des... Alors évidemment on met un stabilisateur stérique, on met tout un tas de choses, c'est des formulations qui aujourd'hui comprennent de 6 à 8 composés différents. Donc on organise dans un certain ordre pour créer un cœur, puis une couronne, pour ensuite pouvoir donc les délivrer. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ben non. Ah, c'est trop gentil, merci. Donc, nos petites souris vont être dans cette boîte parce qu'on n'avait pas eu à l'époque le temps de fabriquer. Depuis, on a fait ça. C'est-à-dire, on a fait de l'impression 3D pour avoir un masque directement chez la petite souris. Mais là, elles respirent, elles sont libres, il n'y a pas de souci pendant une demi-heure, donc elles vont respirer ces nanoparticules. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'était pour vous montrer que voilà, elles sont complètement vigiles, ça se passe bien, il n'y a pas de... À ce stade-là, il n'y a pas de mort. Et derrière, quand on regarde les poumons des souris avec un gène rapporteur, on avait pris le gène rapporteur qui avait été optimisé par Steve Hyde à Oxford, où ils avaient enlevé toutes les séquences CPG. Et donc, pour avoir une expression assez longue. Et puis, on avait pu regarder dans les différents lobes comment ça se passait. Et au final, en bleu, c'est une de nos formulations avec le dérivé de la paromomycine, et en rouge vous avez le GL67 donc de Genzyme qui nous avait gentiment fourni quelques lots, et en gène rapporteur on avait une augmentation qui était de cette efficacité sur une vingtaine d'animaux. Alors c'est très bien, mais quid chez les souris CF-? Alors quand on regardait les cellules, eh bien, vous voyez les cellules épithéliales normales. Donc on a le CFTR en vert tout en haut là, et le reste sur alors je suis désolé, ça ne se voit pas très bien, mais je vous garantis qu'il y a des petits points roses, et que cette fois-ci c'était le GL, le 169, le plasmide qui avait été utilisé dans le cadre de l'étude dont je vous ai parlé et publiée en 2015. Alors tout ça c'est très bien, sauf que ça ne tenait pas compte d'une chose, c'est que dans la muco, vous le savez toutes et tous, il y a ce mucus très visqueux, et on s'est du coup demandé,
Et c'était l'un des problèmes, y compris pour les vecteurs viraux, c'est que ces vecteurs, tous les vecteurs, finissaient pour la plupart d'entre eux, et c'est pour ça que les résultats étaient aussi médiocres après l'essai clinique, c'est que la plupart des vecteurs restaient scotchés dans ce mucus très visqueux, avec des tailles de pores qui sont souvent inférieures à 50 nanomètres. Alors on avait fait tout un tas de recherches, et en particulier on avait montré que certains de nos vecteurs, avec des têtes arsonium, parsoniques, arsonium, avaient des propriétés antibactériennes par eux-mêmes. Sauf que c'était contre les grammes plus, or dans la muco, Pseudomonas aeruginosa, pas de chance, c'est grammes moins. Donc on s'est intéressé à rajouter un composé, en l'occurrence un carbène de l'argent. Vous savez peut-être que l'argent a aussi des propriétés antibactériennes intéressantes. Et en fait, on a montré comme ça qu'on était aussi capable d'avoir cet effet antibactérien. L'idée, c'était d'être antibactérien, aide à la transfection, puisque je vais progressivement tuer les bactéries qui, en plus, produisent du biofilm et contribuent à la viscosité du mucus. Là-dessus, on s'est intéressé avec l'équipe de Sophie Ramel à analyser aussi ce mucus, mieux le connaître. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, on s'est rapproché de physiciens et on s'est aperçu que les analyses newtoniennes classiques d'élasticité et de viscosité, en fait, ne correspondaient pas à la structure complexe du mucus. En fait, c'est la contrainte seuil qui permet véritablement d'apprécier l'évolution de ce mucus pour pouvoir voir si on peut rajouter des mucolytiques dans la formulation. L'idée, c'est toujours de pouvoir faciliter la progression des nanos. On s'est aussi intéressé à l'évaluation des aérosols, des nébuliseurs, soit pneumatiques, soit à tamis vibrants. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la brebis de tout à l'heure, mais c'était avec des nébuliseurs pneumatiques. Or, on a démontré que pour la BPEI, c'était beaucoup plus efficace avec un tamis vibrant qu'avec un nébuliseur pneumatique. Donc en fait, ils avaient un biais dans leur étude parce qu'ils n'avaient pas comparé le type de nébuliseur utilisé, et pour les nanoparticules, c'est un petit peu dommage. Alors in vitro, on s'est aussi intéressé à la... Vous voyez ici, là vous avez les cils et ici vous avez le mucus. Donc on a essayé de reproduire, puisqu'on n'a pas vraiment de modèle animal pertinent, cette fois-ci, de reproduire par des cultures ALI, Air Liquid Interface, et de pouvoir les recouvrir avec du mucus, dont on peut aujourd'hui avoir des paramètres physiques pour dire qu'il est proche de celui qu'on rencontre chez les patients. C'est ce que vous avez ici en bas, et qui nous permet derrière d'évaluer nos aérosols. Ça permet aussi de réduire le nombre d'animaux qu'on a à inclure dans nos études. Alors, on s'est également intéressé, avec une équipe qui fait dans le cryothème, à l'organisation de nos nanoparticules. Vous voyez qu'on arrive sur des structures qui sont un peu en deçà de 80 nanomètres, grâce à la microfluidique. Et que par la cryothème, on est capable finalement de comprendre et d'apprécier les distances en nanomètres entre les différentes couches. Ça ne fait pas un liposome, ce n'est pas un cœur à queue. Là, on est sur une structure qui généralement s'organise soit en phase lamellaire, soit en phase hexagonale inverse. C'est quoi une phase hexagonale inverse? C'est finalement là où vous avez les parties grasses qui sont tournées vers l'extérieur de la nanoparticule, permettant ainsi la fusion avec la membrane endosomale et l'échappement du transgène. Et en fait, on a montré, c'est pas encore publié, qu'on était capable de jouer sur cette interaction et que la distance entre chaque couche avait une influence directe sur l'efficacité des nanoparticules. Alors pourquoi je vous ai mis la photo de cette collègue, Claire Elliot, elle vient d'avoir, elle est l'une des lauréates du prix du CNRS pour l'innovation, et elle travaille à Brest dans l'Institut universitaire européen de la mer. Et on a eu l'occasion avec elle d'aller explorer quelques chimiothèques avec des structures chimiques très originales. Laurent Meyer nous reparlera de tout ce qu'on peut retrouver dans la mer
un petit peu plus tard, mais on a des structures très originales, et notamment chez les archébactéries des grands fonds, des structures de type tétraéther, c'est des structures avec des chaînes complètes qui permettent finalement de stabiliser les aérosols et parfois même de remplacer le polyéthylène glycol. Alors, une autre chose qu'on va explorer très prochainement, on a commencé, mais c'est un projet ANR que je viens d'obtenir avec les collègues Marie-Pierre Rolls à Toulouse et Marie Maury à Montpellier. C'est sur l'usage des exosomes modifiés pour pouvoir passer le mucus. Pourquoi ? Parce que les exosomes font souvent moins de 50 nanomètres. C'est entre 40 et 50 nanomètres. Donc l'idée, c'est de pouvoir encore se faufiler et de pouvoir y rajouter des polyoxazolines pour remplacer le PEG, de manière à limiter les interactions de charge avec l'environnement et essayer de passer, en l'évaluant, aussi bien sur les modèles in vitro que nous avons au laboratoire, avec le mucus, plus ou moins bactéries, et certains modèles animaux. Donc ça, en kick-off meeting en janvier. Concernant le muscle, avec Chantal Pichon, mais aussi, et puis Patrick Midou à Orléans, l'équipe de Philippe Guégan à Sorbonne Université, on s'est intéressé cette fois-ci à des blocs copolymères comme ceux-ci. On avait montré l'intérêt en intramusculaire, mais en intramusculaire, on traite une petite zone. Là, l'idée, c'était de traiter plus globalement, et donc on a été apprendre la technique du HLV chez John Wolf à Madison pour pouvoir traiter une musculature plus globale. Et ce qui était très intéressant ici, c'est qu'après, on peut évidemment proposer plusieurs injections, réaliser plusieurs injections. L'œdème que vous voyez là, qui est assez impressionnant à première vue, est totalement résorbé sous 48 heures. Donc on peut revenir et repratiquer, ça a déjà été fait chez les singes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand on utilise la mini-dystrophine sur souris MDX, eh bien, dans certains muscles comme le tibial antérieur ou le gastrocnémien, on est à plus de 20% de fibres positives. C'est Thibault Larcher à Oniris à Nantes qui a fait ces analyses, 60 000 fibres qui ont été analysés et qui nous ont permis de montrer l'intérêt de la chose. Donc on continue là-dessus. Et on développe aujourd'hui de nouvelles formulations pour aller plus loin et pouvoir continuer et traiter bien entendu des membres périphériques. Mais il y a aussi un bénéfice, et c'est aussi pour ça que je pense intimement que je disais tout à l'heure dans ma phrase d'introduction « to be of virus or not », c'est peut-être l'un et l'autre. Et je suis intimement persuadé qu'il ne faut pas systématiquement les opposer, bien au contraire. Je vous ai parlé de la libération du transgène. On sort de l'endosome, mais après, la route est encore longue, et a fortiori si votre transgène est de belle taille. Et l'une des idées de l'équipe d'Orléans, ça a été de les équiper de séquences 3NF qui permettent une reconnaissance par les NF-kappa B pour un routage sur les microtubules. Et donc, on les avait introduits dans différents plasmides et on avait montré in vivo, par HLV, qu'effectivement, l'ajout de ces séquences 3NF permettait d'améliorer l'expression, d'avoir une quantité de transgène exprimée beaucoup plus importante. Donc on continue également là-dessus, et tout ça, on le valorise sur une plateforme qui appartient au réseau Biogène Ouest. On est Ibiza et ISO aussi, et on regroupe les équipes de Brest, Rennes, Angers. On est déjà un mini consortium à nous tous, et on effectue un certain nombre de prestations de services pour valoriser nos formulations, mais pas que, et aussi proposer souvent de l'aide méthodologique, on va dire, à certaines entreprises. Donc je remercie bien entendu à nouveau les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de vous présenter ces travaux, et puis tous ces financeurs, notamment l'AFM et le Vaincre la mucoviscidose et d'autres, et puis à tous nos collaborateurs
en France et à l'étranger. J'en ai déjà cité à Orléans, à Nantes et ailleurs. Et qu'on continue. On est impliqué aussi dans des essais du côté CHU par le Centre de référence des maladies neuromusculaires dans le recrutement actuel des enfants marchands pour la future thérapie génique de la maladie de Duchenne. Voilà, et je vous remercie de votre attention.